Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez pas trop fort ou... Non, c'est bien. Écoutez, bienvenue et merci d'être là ce soir pour cette première édition du cycle Innovation d'Infravenir. L'objectif de ce cycle, ce sera d'organiser des conférences et des tables rondes sur des sujets de technologie dans les infras, donc ce qu'on peut appeler infratech. Le premier thème ce soir, ce sont les bornes de recharge et la recharge de véhicules électriques de manière générale. Et des prochains thèmes qu'on pourra aborder, par exemple, ça pourrait être le stockage par batterie et les différentes solutions qui y sont associées. Mais évidemment, il y a plein de sujets possibles dans l'infratech. Et puis même vous, n'hésitez pas, à travers les différents projets sur lesquels vous travaillez, à nous pousser des idées qui sont toujours bienvenues sur ces thématiques d'innovation. Je vais laisser Benjamin vous donner quelques chiffres sur l'industrie et le secteur. Merci Elliot. Alors, je vais commencer du coup en allant directement dans le vif du sujet sur ce nouveau cycle. Parce que la mobilité électrique aujourd'hui, c'est un des secteurs qui a le plus de perspectives de croissance, avec près d'un véhicule sur 5 vendu dans le monde en 2024 qui était électrique. Et l'Europe aujourd'hui vise plus de 14% de part de véhicules électriques en circulation d'ici 2030. On n'a aujourd'hui que 5% des véhicules en circulation qui sont électriques. Donc pour accompagner cette révolution, il faut bâtir une infrastructure de recharge robuste, accessible et innovante. Et c'est tout l'objet de cette table ronde, puisque les défis sont multiples. Il faut déployer vite, réduire les temps de recharge, améliorer l'expérience utilisateur, intégrer les bornes dans le réseau électrique et inventer de nouveaux modèles économiques viables. L'innovation, c'est donc le cœur du sujet, et c'est le cœur du sujet de ce soir. On a 3 intervenants qui vont présenter 3 approches différentes, mais vous allez voir aussi très complémentaires. Christian, peut-être, pour commencer ? Bonsoir à toutes et tous. Christian Caillagueno, moi je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Watsi. Qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre approche ? Et vous verrez, il y a effectivement une grande complémentarité entre ce qu'on fait les uns et les autres. Nous, on est parti du principe que le marché des infrastructures de recharge est un marché à terme qui est un marché de masse. C'est à peu près aussi gros en termes de déploiement d'infrastructures que d'équiper un pays en fibre optique. Et c'est probablement un des investissements de la décennie ou des décennies à venir si on regarde le nombre de points de charge à équiper. En Europe, dans les estimations, il y a 50 millions de points de charge à déployer dans la décennie qui vient. Pour la France seule, si on regarde les chiffres de RTE, il y a 10 millions de points de charge à équiper d'ici 2035. On en est aujourd'hui à un peu plus de 2. Donc le gros du chemin est devant nous. Alors le gros du parc à équiper, du parc automobile à équiper est encore devant nous aussi, mais on est parti de ce principe que c'est un marché de masse et pour adresser un marché de masse, il faut avoir quelque chose qui soit totalement industrialisé, il faut quelque chose dont les coûts soient compatibles avec des très grands volumes. Et donc toute l'aventure de Watsi a été de dire, notre promesse en tout cas, ou notre pari, c'est d'arriver à diviser le coût d'équipement d'une place de parking dans tous les bâtiments où les voitures sont stationnées, parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur endroit pour se charger, c'est là où la voiture dort en temps masqué, d'arriver à diviser ce coût d'équipement d'un facteur 2. Et pour ça, on a revisité toute la chaîne de valeur des infrastructures de recharge et on a essayé au maximum d'optimiser tout ce qui pouvait l'être. Et de fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est producteur de bornes de recharge en France. C'est notre premier métier. On fait fabriquer nos propres points de charge. En étant compétitif en France, on pourra peut-être y revenir. Notre deuxième métier, c'est de les opérer parce qu'on est aussi convaincu que c'est un enjeu sur lequel le service va être déterminant. Quand on sert une grande foncière, quand on sert un grand groupe, c'est du service qu'il faut apporter. Et notre troisième métier, c'est d'opérer ces systèmes de charge pour le compte de clients qui aujourd'hui vont de groupes du CAC 40 jusqu'à des opérateurs immobiliers. C'est ce que fait Watsi aujourd'hui et on aura l'occasion de rentrer plus dans le détail ensuite. Merci. On continue avec Anthony de Up & Charge. Bonjour. Donc Anthony Play. Donc aujourd'hui, je suis directeur des opérations chez Up & Charge et cofondateur aussi de l'entreprise. Donc chez Up & Charge, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des bornes de recharge pour véhicules électriques par induction.
compatible donc avec tout véhicule électrique roulant à venir ou actuellement sur la route. Et donc on a aujourd'hui donc 20 salariés et on est basé à Ville d'Avray. Donc on est entre Ville d'Avray et Station F. On se rejoint visiblement à Station F sur différents programmes. Et donc nous, ce qu'on avait en tête au départ, c'était de ne plus avoir de câble pour venir charger en fait notre véhicule. L'idée était de pouvoir se garer et de charger, sans avoir d'interaction spécifique avec la borne, parce que bon, à l'origine, on a donc notre CTO qui a 76 ans maintenant, donc qui était à la retraite, qui avait une Tesla Model 3 et qui s'est dit ça serait une super idée si j'avais pu me baisser pour aller chercher mon câble et brancher ma voiture. Donc pour refaire un petit peu l'histoire, parce qu'elle est un peu marrante, il faut quand même la souligner. Donc ce CTO est parti un jour, parce que c'est un peu un géo-trouve-tout, donc il avait un drone, il l'a planté dans un arbre, il est monté dans l'arbre pour le chercher, il s'est évidemment ramassé joliment par terre. Et derrière, donc, il a rencontré donc, Gilles, le médecin, qui est à l'origine en fait, de l'équipe, parce que des fois une startup ça ne tient à rien. Donc ce fameux médecin, en l'occurrence, a formé une équipe de 4 cofondateurs de départ, avec un brevet pour lancer l'entreprise. Et suite à ça, on a monté toute une équipe autour, avec différents talents en informatique, en électronique de puissance, commerciaux, comme marketing, etc. Et on a lancé la boîte. Donc ça c'était il y a 4 ans, 5 ans bientôt. Et aujourd'hui, donc on a 2 pilotes déployés. Dans moins de 3 semaines, on va en avoir une dizaine. Et on a une quinzaine de clients donc, dans le pipe, avec une trentaine de bornes pour février 2026 à déployer. Et un lancement qui va arriver en précommande avec 200 bornes pour l'année prochaine. Voilà, donc pour la goal, big picture. Merci. Et on continue avec Guillaume de Electréon. Bonsoir à tous. Donc Guillaume Demont de la société Electréon. Donc Electréon, c'est une société à la base israélienne qui est maintenant déployée un petit peu partout dans le monde. En France, on est 2, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc chez Electréon, on fait aussi de la charge par induction, donc, comme ça a été présenté, mais avec une particularité, c'est que notre technologie est capable de recharger en statique quand on est arrêté, bien sûr, mais aussi en dynamique. Donc ça veut dire en roulant jusqu'à potentiellement 130 km/h. Donc la vision d'Electréon, c'est beaucoup en fait, c'est à la base sur les véhicules lourds, notamment les bus et les poids lourds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une solution qui n'est peut-être pas optimale pour les véhicules électriques de particuliers pour se déplacer, mais elle est là. On peut s'arrêter sur une borne, ça prend un petit peu de temps, mais on peut quand même faire des trajets. Pour les camions, c'est une autre histoire. Il faut des batteries extrêmement grosses. Ça fait des véhicules extrêmement coûteux qui aujourd'hui sont tout simplement inabordables pour la quasi-totalité des transporteurs, qui sont souvent des entreprises familiales. Et donc, la vision de ces routes électriques, qu'on appelle ERS, Electrical Road System, c'est de déployer à l'échelle de la France, et ça c'est des études du ministère du Transport, 9000 km de routes électriques. Grâce à ces routes électriques, les véhicules type camion n'ont plus besoin de grosses batteries, ils peuvent avoir une batterie 2 ou voire 3 fois plus petite pour atteindre n'importe quel point du territoire. Et donc si on fait la somme des coûts, des ressources en matériaux et des émissions carbone, investir dans l'infrastructure et réduire la taille de batterie, c'est bénéfique grandement pour le pays, avec plus d'emplois locaux, moins de dépendance à la Chine par exemple. Et donc c'est l'approche d'Electréon. On a un démonstrateur avec Vinci de 1,5 km sur la 10 qui nous permet aujourd'hui de montrer que cette technologie est viable en termes de puissance. Il y a encore un peu de travail bien sûr, mais c'est dans cette direction qu'on avance. Et donc ça c'est vraiment la vision un petit peu plus long terme. Notre technologie est aussi déployée sur des bus par exemple, parce qu'on peut se recharger effectivement au dépôt, au terminus de façon beaucoup plus simple. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais le foncier est extrêmement problématique pour un transporteur, un opérateur de service public. Trouver de la place dans son dépôt pour garer ses bus le soir, c'est pas facile. Alors s'il faut en plus rajouter des bornes de charge, aujourd'hui l'équation n'est pas
n'a pas de solution. Donc en transformant des places de parking ou même des arrêts de bus en station de recharge, on permet à des véhicules de finalement tourner, d'opérer pendant quasiment 24 heures sur 24 sans avoir besoin de se recharger. Merci à tous les trois. Bon, du coup, on a un petit peu anticipé sur les pitchs de chacun. Peut-être, à moins que vous vouliez compléter encore, hein, mais oui, peut-être juste pour redire un petit mot aussi sur ce que disait Elliot au début, l'idée aussi de cycle innovation. C'était de faire un format peut-être un petit peu différent d'habitude, où on avait des acteurs qui étaient un peu pluridisciplinaires, autant comme on fait d'habitude, technique, juridique, financier, mais d'avoir des grandes thématiques sur lesquelles chacun des intervenants, qui soient des startups ou des entreprises ou des acteurs de l'innovation, puissent répondre et interagir. Du coup, on a décomposé ça en grandes thématiques, et du coup, commençons par une première thématique qui est l'état du marché et les freins actuels. Donc une première question, après chacun entame la réponse, et puis l'idée c'est que vous puissiez dialoguer, échanger. Quels sont selon vous les principaux freins à un déploiement massif des bornes de recharge aujourd'hui, qu'ils soient technologiques, réglementaires ou économiques, et comment vos innovations y répondent? Qui veut s'y lancer? Allez, je me lance le premier. J'avais donné quelques métriques, je vais un peu compléter. Le gros du parc aujourd'hui en volume, quand je parle de 2,5 millions de bornes de recharge, ce sont des bornes de recharge privatives. Ce sont des bornes de recharge d'une puissance modérée qui sont installées dans des parkings pour l'essentiel privés. Et puis, il y a un deuxième segment de marché dans ce grand marché qui est celui des bornes de recharge à très haute puissance, celles qu'on va retrouver sur autoroute, celles que vous allez retrouver dans des centres commerciaux, celles que vous allez retrouver dans des infrastructures qui ressemblent beaucoup en réalité aux stations-service de demain. Et il faut avoir en tête que ce sont deux segments de marché très différents. Il y en a un qui est un marché de pure infra. Ce sont des stations qui coûtent de l'ordre du million d'euros, qui sont longues à rentabiliser, parfois financées en tiers investisseurs. Et puis l'autre marché, celui de masse, c'est un marché dans lequel les gens achètent leurs bornes, et puis soit les bornes fonctionnent directement comme ça, soit ils prennent quelqu'un pour les opérer avec une partie servicielle. De fait, il faut avoir en tête que les freins ne sont pas du tout les mêmes sur ces deux marchés-là. Le marché de la recharge à très haute puissance, il avance. Il est même assez largement déployé aujourd'hui, assez peu utilisé par rapport à l'infrastructure qui a été déployée, mais c'est bien, on est en avance sur l'avenir. Le marché de la recharge privative, c'est un autre sujet. Et là, les freins, la liste est... On pourrait y passer la soirée. Je n'en donnerai qu'un, et ça ouvrira le débat, et qui est un peu la tarte à la crème, mais il est tellement vrai dans notre secteur, c'est la stabilité de la réglementation. On a dans l'environnement, dans l'écosystème de la mobilité électrique, des normes et des lois ou des règlements qui ont changé à peu près tous les ans ces dernières années, notamment sur le volet fiscal. Or, c'est absolument déterminant dans les décisions d'achat de véhicules, d'achat d'équipements, d'investissement dans l'infrastructure de recharge. Donc, il y en aurait d'autres, mais celui-là est clairement dimensionnant. Alors moi de mon côté sur les freins, j'ai en rajouté un. Donc je travaille aussi dans les infras vraiment pour particuliers il y a encore quelques années. Je pense qu'aujourd'hui les gens qui achètent des véhicules électriques, bon, ils ont un peu plus de moyens que les autres, c'est possible, mais souvent ils ont aussi un fameux point de charge privatif dans leur garage à eux ou dans leur jardin. Et quand on gare son véhicule sur la voirie ou dans un parking où on n'a pas de place attitrée, aujourd'hui c'est juste impossible. C'est vraiment le parcours du combattant, il faut être vraiment motivé pour y arriver. Et si on y arrive, potentiellement, si on fait le choix d'acheter un véhicule électrique et de le garer potentiellement dans la voirie, on va aussi avoir des tarifs qui seront bien plus élevés que celui qui a la chance de pouvoir recharger en heure super creuse dans son jardin. Et là, je pense que, enfin, des fois, on parle beaucoup dans l'actualité de justice sociale. Et là, c'est vrai que les gens qui ont la chance d'avoir leur pavillon, ils vont payer beaucoup moins cher que ceux qui habitent en appartement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à la voiture électrique, mais quand quelqu'un me dit qu'il n'achète pas de voiture électrique parce qu'il n'a pas de place de parking, enfin, c'est la meilleure réponse. Donc pour moi, j'ai pas forcément de solution aujourd'hui, honnêtement, mais c'est le point à mon avis qu'il faut corriger. Juste moi j'ai une petite question. Qui a un véhicule électrique ou a déjà conduit un véhicule électrique ici que je cherche un petit peu, ou en tout cas qui est familier du... Vous avez le droit de conduire une grosse Ferrari si vous en avez une, vous avez de la chance. Ou pas.
ça dépend. Mais du coup, je pose la question parce que c'est vrai que quand on a un véhicule électrique et quand on n'en a pas, les freins ne sont pas les mêmes à chaque fois. On ne se rend pas compte, mais quand on s'amuse à aller à la pompe à essence, par exemple, tous les jours, c'est extrêmement long, on perd beaucoup de temps. Alors que quand on charge en fait, directement chez soi, ça va beaucoup plus vite. Par contre, il y a pas mal de freins aujourd'hui sur le marché que nous, on voit et qu'on a dû travailler sur le design produit. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé, en fait, nous, sur l'infrastructure en elle-même du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va poser une borne de recharge, on doit mettre un massif en béton pour ceux qui sont familiers avec ça. On coule son gros massif en béton qui pollue bien. On rajoute par-dessus ces protections, etc., dans lesquelles le camion tape à chaque fois qu'il va les recharger. Donc on doit les changer toutes les 3-4 mois, et ainsi de suite. Ou les câbles qui sont arrachés par les anti-EV. Ça aussi, ça arrive de plus en plus. Ça, c'était des retours que j'ai eus du coup, avec d'autres grosses boîtes là, qui opèrent des superchargeurs. Donc il n'y a pas très longtemps, ils ont eu une attaque d'anti-EV sur un de leurs sites. Ça leur a coûté 2500 € par point de charge parce qu'ils ont coupé tous les câbles. Donc ça, c'est un frein, mais un des plus gros freins reste le coût de l'infrastructure en elle-même. Nous, par exemple, en fait, quand on a travaillé le produit, on s'est dit, bah voilà, au départ, on va l'enterrer dans le sol, etc. Et on nous a vite rattrapé en nous disant, ouais, quand on va casser le béton, etc., là, on va en avoir pour un paquet d'argent. Donc, on a retravaillé le produit. Aujourd'hui, on le spit au sol. On va mettre 6 vis. Et derrière, après, on va déployer des parkings entiers sans avoir à retoucher le parking en question. Et ça, c'est des freins sur lesquels, en fait, nous, on doit s'amuser à rebondir en tant que start-up. Qu'on utilise aujourd'hui pour avoir une démarcation en termes de produits. Un autre frein aussi pareil qu'on a pu voir, c'est l'accès au financement. Parce que quand on regarde par rapport à des boîtes, quand on compare les différents marchés aux US par exemple, on va lever en seed 10 millions d'euros. En seed en France, on lève 300 000. Donc en termes de marché et d'accès au financement, c'est pas pareil. Après, bien évidemment, comme il y a plus de boîtes qui se crachent en France, quand on monte dans les financements, après il en reste plus beaucoup à financer. Donc voilà, c'est un mal pour un bien entre guillemets, mais quand on démarre et qu'on lance la boîte, la réalité des choses, c'est que c'est compliqué d'avoir accès au financement et ça aussi c'est un gros frein. Ok. Je pense que ça fait aussi la transition avec une autre question à laquelle Christian a partiellement répondu, mais curieux d'avoir vos avis. Aujourd'hui, on a quand même une offre qui se diversifie sur le domaine des bornes de recharge avec des offres rapides, lentes, certaines à destination, certaines faites pour le transit. Chaque choix de type de recharge vient avec ses enjeux de CAPEX, de rapidité, de prix pour l'utilisateur. Selon vous aujourd'hui, quel est le besoin actuel en termes de mix entre la charge lente et la charge rapide ou les autres solutions? Et pourquoi pas même nous parler plus en détail des solutions que vous proposez pour à la fois satisfaire la demande du réseau et satisfaire les utilisateurs, et comment vous voyez le rôle de l'innovation justement pour répondre à ces besoins? Si vous voulez, je peux commencer, mais là-dessus, nous, on en discutait encore avec un constructeur et effectivement, il nous confirmait ça, parce qu'on travaille beaucoup avec les constructeurs de véhicules électriques, véhicules en général, mais eux nous expliquaient en fait que l'avenir pour eux, c'est de pouvoir, dans un espace le plus réduit possible, mettre une recharge, mettre de plus en plus de stockage d'énergie dans un véhicule. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'ils se dirigent vers des batteries solides dans les véhicules et pour pouvoir stocker en fait dans un espace plus réduit, plus d'énergie. Donc, au lieu d'avoir des batteries qui vont faire 50 kW, on va avoir des batteries qui vont faire 100, 150 kW, 200 kW, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est la vision que eux ont des choses. Et par rapport à ça, en fait, derrière, il faut pouvoir recharger ces véhicules. Donc, quand on va avoir une prise au départ donc en recharge chez soi, ça suffit. En revanche, quand on va devoir tourner avec son véhicule toute la journée, qu'on a du service, là, par exemple, un cas concret que nous on a, ça va être le ministère de l'Intérieur, avec des véhicules de gendarmerie qui doivent repartir, qui ont 1 heure pour recharger, parce que du coup, ils tournent avec des équipes de gendarmes toute la journée, même la nuit. Eux, ils ont besoin de recharger en fait, avec 25 kW jusqu'à 50 kg. Donc, on est sur des puissances intermédiaires. Là où en fait d'autres clients ont besoin d'avoir des recharges beaucoup moins élevées. Donc, ça dépend vraiment à chaque fois du cas d'usage et du client.
Et le besoin à chaque fois au niveau de la puissance dépend vraiment de l'usage que le client en a. Mais par contre, c'est vrai qu'on se dirige vers une augmentation de la puissance, en tout cas nous c'est ce qu'on voit. Donc on se dirige vers à minima des bornes chez soi et plus si affinité quand on a des grosses puissances. Pour aller dans ton sens, il y a une tension naturelle dans l'ensemble de ce marché pour une raison physique qui est une tension entre le nombre de places équipées et la vitesse à laquelle on se charge. Il y a une donnée physique qui est le dimensionnement du réseau électrique pour venir approvisionner ces points de charge. Prenez une tour à la Défense. Une tour à la Défense, c'est un parking avec 600 à 700 places de parking, de stationnement en sous-sol. Vous avez deux choix. Soit vous équipez une petite centaine de places avec des bornes à 22 kW et vous avez dimensionné votre approvisionnement électrique pour pouvoir les gérer. Soit vous faites un choix différent avec votre enveloppe de CAPEX et vous décidez d'équiper 600 places, mais avec des bornes et des bornes beaucoup moins puissantes, du 3,7 kg, du 7 kg, mais vous pouvez équiper beaucoup plus de monde. On a maintenant un point de référence qui est les obligations d'équipement qui sont inscrites dans la loi d'orientation des mobilités. Donc ça donne un premier niveau. Mais la plupart de nos clients, nous, on opère essentiellement pour des groupes du CAC 40 ou de très grosses ETI et pour des foncières. Ils ont tous déjà largement déplacé ces niveaux d'équipement-là et donc ils vont raisonner avec pour 500 000 € ou 1 million d'euros, combien de places je peux équiper dans mon parc, sur mes agences, dans mon réseau. Et dans ce cas-là, le coût d'équipement à la place devient critique et la puissance de charge va devenir une des variables, pas la seule, mais une des variables que vous allez prendre en compte entre beaucoup de points de charge ou des points de charge qui rechargent vite. Pour finir là-dessus, l'avantage, c'est qu'il y a toutes les technologies possibles. Donc à la fin, vous vous retrouvez évidemment à ne pas partir sur un seul produit, mais vous allez avoir quelques points de charge qui vont très très vite. Typiquement sur une plateforme logistique, vous allez avoir des points de charge qui vont pouvoir recharger des grosses camionnettes en 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, et puis vous allez compléter avec des points de charge plus lents. Donc on a l'avantage d'avoir toutes les technologies pour pouvoir panacher en fonction de ses besoins. Donc ça c'est pour la partie peut-être plus effectivement charge, basse puissance pendant de longues durées. Si on revient un petit peu sur la mobilité, on va dire, plus lointaine, typiquement avec les aires de service, il faut savoir que typiquement chez Vinci, dans leurs prévisions, les plus grosses stations, elles vont avoir besoin de plus de 200 places de charge rapide. Donc aujourd'hui, une grosse station, c'est 20, c'est 25. Et déjà, on se dit, c'est quand même beaucoup. 200, c'est comme s'il y avait un parking entier de zones de charge rapide. Ça fait des puissances aussi jusqu'à 40 mégawatts pour alimenter ces stations. C'est la consommation de l'aéroport d'Orly. Donc c'est quand même pas négligeable. Et derrière, il y a aussi toute la logistique pour gérer les files d'attente. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui où il n'y a pas de solution, parce qu'on est quand même sur le démarrage de l'électrique. Même si la part de marché, la part de vente augmente, la part de marché globale dans les véhicules en usage est assez faible, 3%. Voilà, 3%. Donc il y a un mur en fait qu'on ne voit pas forcément, et donc ce mur il est sur la facilité d'accès à une borne lors des déplacements. Il est aussi sur comme je disais tout à l'heure, sur le foncier, puisque quand on regarde les objectifs de non-artificialisation des sols, aujourd'hui, sur les autoroutes, ils sont déjà à la limite. Et les prochains développements, ça sera sur les champs autour, s'ils peuvent y accéder et s'ils sont autorisés. Donc, chez Electreon, on ne remet pas en cause la solution des bornes de charge. Il en faudra énormément. Mais voilà, le fait d'avoir une route électrique et finalement une borne de charge, mais pendant qu'on charge, on peut rouler, ça permet aussi de simplifier finalement les usages sur les longues distances. Je vais, sans vouloir aller trop vite sur une question, mais je comprenais, je suis pas un expert du véhicule électrique, mais je comprenais qu'il y avait un enjeu aussi par rapport aux batteries des constructeurs qui pouvaient justement tolérer du courant continu et du coup charger plus rapidement, et que du coup il fallait un convertisseur soit dans la borne, soit dans la voiture, et que ça c'était un enjeu justement pour les bornes de recharge, pour pouvoir justement délivrer du courant rapide et charger plus rapidement, quoi. Ouais, alors à ce niveau-là, je peux peut-être apporter un élément de réponse rapide, mais quand on charge du coup en courant continu, on n'a pas besoin de convertisseur dans la voiture, justement, il est déporté dans les bornes. Donc le gros avantage derrière pour la voiture, c'est que c'est les Chinois qui se dirigent vers ça, ils essaient de faire passer des lois pour retirer le convertisseur AC/DC dans le véhicule, celui qui est embarqué, l'enlever et n'avoir plus que du DC dans le véhicule pour gagner du poids et de la place.
Mais ils ont 10 ans d'avance par rapport à l'Europe, mais ça c'est un autre sujet. Mais je dis ça parce que en plus je reviens de Chine en fait, je suis revenu lundi et il m'a encore impressionné, ça fait un peu peur. Mais donc pour revenir sur le sujet du coup effectivement de la recharge rapide, effectivement les véhicules aujourd'hui peuvent prendre de plus en plus de puissance avec des architectures 800 volts qu'on voit apparaître. Là par exemple c'est la dernière CLA de chez Mercedes qui prend du 800 volts, donc qui permet de pouvoir augmenter les puissances finales dans le véhicule, recharger beaucoup plus vite et donc augmenter soit les tailles de batterie, soit les capacités de batterie et avoir donc une range de kilomètres beaucoup plus élevée. Donc voilà. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, parce que tu es la deuxième personne en une semaine qui me dit que la Chine a 10 ans d'avance sur l'Europe, sur les sujets de véhicules électriques, de batteries et je pense de renouvelables en général. Tu penses que c'est quoi le rôle que l'Europe et que les startups françaises peuvent jouer justement pour l'innovation et puis quand même rester des acteurs de cette transition Déjà pour l'Europe, ça serait bien qu'ils aillent voir un peu ailleurs. Parce que souvent il y en a qui vont pas trop chercher ailleurs, ils ont l'impression que c'est un pays sous-développé en Chine. Là, quand on leur parle, ils font un peu peur. Alors qu'en vérité, ils ont 10 ans d'avance. Il y a un point en fait qu'on sous-estime énormément, c'est la pollution sonore. Parce que souvent, quand on parle de véhicules électriques, on parle souvent de pollution, CO2, ainsi de suite, émissions de gaz à effet de serre. Mais on oublie de mentionner le bruit des véhicules. On ne se rend pas trop compte aujourd'hui, si on s'en rend compte quand on ouvre sa fenêtre à Paris, sur une grande avenue. En Chine, quand on ouvre la fenêtre sur une grande avenue, il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est impressionnant. On se fait la réflexion assez facilement. Moi, j'étais donc à Chengdu là, il y a une semaine, donc, qui est une ville qui est immense. Et donc, dans les grandes avenues, donc, il y a 4 voies, pas de bruit. Et c'est plein. Il y a des embouteillages. Le seul bruit qu'on entend, c'est les klaxons, parce que du coup, ils conduisent. Ça, c'est un autre sujet, la conduite. Mais en fait, ça, c'est un vrai point qu'on sous-estime beaucoup. Et eux, ils ont compris ça. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris par rapport à nous. Et il y a une chose qui est intéressante, là, une interview que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on serait vite passé électrique si on avait mis son pot d'échappement sur son volant. Parce que c'est vrai que si on avait mis son pot d'échappement dans le véhicule et qu'on polluait pour soi et qu'on respirait ses propres gaz à effet de serre, il y a longtemps qu'on serait passé électrique. Et pour le coup, les Chinois, ils ont compris ça. Alors qu'en Europe, on n'a toujours pas compris. Peut-être sur la différence avec la Chine. La Chine a fait d'une faiblesse un immense avantage. Ils étaient très en retard dans la construction de leur industrie automobile. Très difficile de rattraper l'Europe, plus que les États-Unis d'ailleurs, l'Europe sur la capacité à faire des moteurs thermiques pour des véhicules thermiques. Et donc ils ont fait le saut qui pouvait être. Il n'y a guère que la Chine pour être capable d'aligner à ce point toute une industrie, tout un écosystème autour d'un seul objectif qui était à l'époque extrêmement incertain. Donc ils ont repris une génération d'avance, faute d'être de toute façon compétitif sur la génération d'actuelle. Tu demandais ce que l'Europe a fait. L'Europe, elle a vu ça. C'est-à-dire l'Union européenne, en tant qu'entité politique, a vu ça. Le cap de 2035, l'horizon industriel qui a été donné à l'ensemble de l'écosystème, de dire il ne doit plus y avoir un véhicule émissif neuf commercialisé en Europe d'ici 2035, c'était pour aligner l'ensemble des industriels européens en disant si vous voulez rattraper la Chine, on vous donne l'objectif, on vous donne même la timeline. Qu'est-ce que les industriels, en tout cas le secteur automobile, depuis des années, s'échinent à faire? Détricoter cet objectif. Donc à un moment, il faut aussi nettoyer devant notre porte, en tant qu'acteur industriel ou acteur du privé, de dire aujourd'hui, nos industriels, ça changera peut-être, n'ont pas été à la hauteur de ce changement assez majeur dans les technologies autour de la mobilité automobile et de la mobilité individuelle, pour commencer. Je continue sur une autre thématique qui est l'expérience utilisateur et l'interopérabilité. On a déjà un petit peu abordé l'innovation, mais comment ça peut améliorer également l'expérience des conducteurs, notamment en termes de simplicité d'usage, d'interopérabilité et de transparence des coûts. Guillaume, allez, je vais prendre effectivement la suite.
je vais bien sûr prêcher pour ma paroisse, mais donc si demain on a un réseau qui est d'abord clairement pour les poids lourds, mais ultérieurement pour les véhicules particuliers, un réseau unifié sur les autoroutes, ça fait un réseau qui sera finalement gigantesque, et donc avoir un acteur énorme finalement, ça permet aussi de faire une encre en fait sur une thématique, enfin sur un prix, sur des façons de facturer, et je pense que ça peut aider. Si je vais plus dans le présent, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'il y a quand même un empilement d'acteurs qui apportent une complexité, et cette complexité elle se retrouve chez les utilisateurs. Alors je peux donner quelques exemples, mais bon, il y a des réseaux de charge qui ont leur propre prix. Comme il y a plusieurs réseaux de charge, il y a des cartes pour pouvoir harmoniser pour qu'une seule carte puisse accéder à plusieurs réseaux, sauf que les cartes elles sont toutes différentes. Il y en a qui payent au kilowattheure, d'autres qui payent au kilowattheure plus à la minute, etc., etc. Donc ça devient toujours très, très compliqué. Maintenant, quelle va être la bonne solution? Et ça, chaque fois aussi, c'est avec un empilement de coûts. Parce que forcément, quand on vient fournir un service en plus, il faut bien qu'on se rémunère. C'est normal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, dans un premier temps, en tous les cas, l'initiative de l'Europe est plutôt pas mal. C'est d'imposer la carte bancaire à n'importe quelle borne de charge rapide. Parce on sait quand même... Alors pas aussi bien que sur une station-service essence, mais on sait combien on va payer, et ça évite des surprises. Alors après, il y a aussi des réseaux d'opérateurs qui essayent d'avoir des initiatives pour harmoniser leurs prix entre eux. Est-ce que ça va fonctionner dans le futur? C'est évidemment souhaitable. Pour reprendre sur la partie expérience utilisateur, en fait, la borne par induction, elle est en plein dedans, à différents niveaux, ne serait-ce que tout à l'heure, parce que j'étais chez un client encore tout à l'heure pour donner des cas vraiment concrets et réels. On a un de nos clients qui a donc un directeur qui est personne à mobilité réduite. Cette personne-là a une borne, doit sortir du coup son fauteuil roulant de sa voiture, s'amuser à rouler jusqu'à derrière sa voiture, prendre son câble et le tirer jusqu'à l'avant de sa voiture et brancher son câble. Donc il se plaint pas. Il se plaint rarement. Mais cette personne-là, du coup, elle galère à chaque fois qu'elle vient charger sa voiture. Et une des solutions qui a été apportée, par exemple, en voirie pour les PMR, c'est de dire, bah voilà, on a l'écran qui est à 120 cm du sol, on va le baisser à 90. Quand on entend ce genre de solution innovante, du coup, on se pose 2-3 petites questions sur l'innovation. Et donc, sans critique, parce que de toute manière, en fait, aujourd'hui, il n'y a que ça comme solution technique, donc on fait avec ce qu'on a. Mais quand on a son fauteuil roulant, qu'on doit s'amuser à monter sur le trottoir avec son fauteuil, son câble sous le bras, et puis aller brancher, ça ressemble à un sketch. Et c'est là où, en fait, l'innovation, par exemple, proposée par Electreon, ou ce que nous, on fait, quand on va se garer directement sur sa borne de recharge, qu'on n'a rien à faire, cliquer sur un bouton, à la rigueur, et plus tard, en fait, être sur ce qu'on appelle, nous, du park and charge, donc aller garer son véhicule, ne rien avoir à faire, et en fait, avoir son véhicule qui charge sur les temps morts à chaque fois. En fait, ça simplifie énormément et ça enlève des barrières sur l'usage. Et quand on projette encore un peu plus loin, sur l'expérience utilisateur, demain, on va avoir pas mal de véhicules qui vont être autonomes. Des taxis autonomes qui ont déjà été annoncés par Tesla, ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, je vois assez peu... Et on voit assez peu une personne qui va aller brancher le véhicule à chaque fois. S'il est autonome, c'est un peu dommage. Donc il faut qu'il puisse se charger tout seul. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui nous disent oui, mais on va prendre des câbles et on va les brancher tout seul avec des bras robotisés. Et ça, c'est une solution qui peut être intéressante. Mais quand on voit ce qui se passe sur les Champs-Élysées, quand on gagne une Ligue des Champions, qu'on n'a plus une bande qui fonctionne après une victoire, il ne faut pas qu'on gagne trop si on veut garder les bras robotisés longtemps. Donc du coup, il faut des solutions qui sont plus robustes, plus simples. Et donc c'est pareil, encore une fois, l'idée c'est vraiment de simplifier l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de friction avec le véhicule électrique. Christian, moi qui fais... Ah, pardon. Je veux juste une phrase, je te coupe un peu la parole. En fait, pour l'induction, et je pense que tu seras d'accord, en fait il faut juste se projeter, qu'est-ce qu'on imagine dans 20 ans? Est-ce que dans 20 ans, on imagine d'avoir des câbles, devoir gérer effectivement des bornes de charge et de s'arrêter pendant un moment où on n'a pas forcément envie, et je pense que la réponse pour le futur est assez naturelle.
Je vais rembobiner un tout petit peu. La question était dans l'interopérabilité. Qu'est-ce qu'on a apporté ou qu'est-ce qu'on peut apporter aussi à l'utilisateur final ? En réalité, au niveau européen, je n'ai pas prévu de faire un plaidoyer européen, la main sur le cœur, mais il y a quand même 2-3 choses qu'on a bien faites. Vous prenez votre voiture aujourd'hui que vous avez achetée en France, vous circulez à travers l'Europe, les standards de charge sont les mêmes partout. C'est-à-dire les standards techniques ont été posés très tôt au niveau européen et les normes pour charger une voiture sont les mêmes partout. La transparence tarifaire, le fait de devoir afficher des tarifs de charge en kilowattheure, le fait de devoir prendre la carte de crédit comme moyen de paiement universel, ce sont aussi des avancées qui ont été permises par le fait qu'on appartient à un marché unique et avec une entité politique. Donc on a des bases. Il y a des choses que vous voyez moins mais qui sont extrêmement importantes pour tous les acteurs du secteur, c'est que les normes d'interopérabilité, on fonctionne tous avec les mêmes normes. Il y a une norme qui s'appelle, d'un terme barbare, d'OCPP, qui est une norme technique qui permet, moi, avec mon logiciel, d'opérer des bornes de marque tiers ou des logiciels tiers de venir opérer mes bornes. Et ça, quand on pose un marché, si on ne veut pas que le marché se referme autour de quelques gros acteurs avec des standards propriétaires, c'est absolument indispensable. Donc c'est aussi un des vecteurs de la concurrence. Et in fine, c'est un vecteur qui fait qu'il y a une vraie concurrence sur les prix et qu'à la fin, on se retrouvera avec des matériels compétitifs et abordables. Je voulais juste te poser une question, peut-être pour toi, Guillaume. Ce qui différencie OpenCharge et Electrion, si grossièrement, c'est l'un fait de la recharge dynamique et l'autre plutôt de la recharge statique. Qu'est-ce que ça représente en termes de gains en fait sur un tronçon d'autoroute pour un véhicule en termes d'autonomie gagnée sur la partie dynamique? Merci pour la question. Donc aujourd'hui, avec les puissances qu'on atteint, qu'on prenne un poids lourd ou demain un véhicule particulier, lorsqu'on roule 1 km, donc déjà pendant ce kilomètre, on va fournir de l'énergie au moteur et on va aussi recharger sa batterie. Donc quand on roule 1 km, on a gagné 1 km d'autonomie supplémentaire. Donc quand on va rouler pendant 1 heure, 2 heures, en fait, on peut très rapidement avoir sa batterie complètement chargée. Donc plus besoin de s'arrêter. Alors, c'est pas pour faire la guerre borne des charges, c'est un scénario qui est complémentaire et il va falloir les deux. Mais effectivement, quand on veut passer à l'échelle, avec plus de véhicules, légers ou des véhicules lourds, c'est une solution qui devient nécessaire. Et peut-être, du coup, désolé, je continue dans la logique, mais quand on voit ça, on se dit c'est génial. Et en fait, on pourrait avoir des batteries qui sont toutes petites et on pourrait rouler presque indéfiniment, enfin j'exagère le terme, mais indéfiniment avec des petites batteries. Qu'est-ce qui fait que du coup tous les modèles sont complémentaires et qu'on pourrait avoir, qu'il y a sa place en fait pour toutes les infrastructures de bornes de recharge? Du coup c'est peut-être une question pour vous deux, mais du coup comprendre pourquoi chacun a sa place à travers ça, alors qu'il y a peut-être des solutions qui sont peut-être un peu plus simples d'usage. Dis une intro, mais après tu pourras répondre. Est-ce que si vous partez en vacances, vous partez la voiture vide? Non. Donc il faut quand même pouvoir recharger avant de partir. Il y a un impensé, c'est qu'il y a une différence entre poser nos bornes de recharge, c'est l'instant publicitaire. Chez mes clients, j'ai remplacé des bornes de recharge d'une grande marque française verte, qui commence par Schneider, qui finit par électrique, qui ont coûté à mes clients 2 500 € hors taxe. Je l'ai remplacé par mes bornes produites en France, qui n'est pas le cas des Schneider électriques, à 300 € hors taxe. Demain, on vend aujourd'hui des voitures électriques qui coûtent plus de 45 000 €, donc acheter une borne à 1 000 €, c'est pas très grave. Quand demain, vous allez avoir des gens dans des HLM qui vont avoir, avec un leasing ou un crédit social, acheter une voiture à 15 ou 20 000 €, acheter une borne à 1 000 € ça devient un sujet. Donc il y aura de toute façon une question d'abordabilité pour un certain nombre d'équipements, sachant que se recharger sur une borne rapide, ça peut rapidement être 45 € le plein. Se recharger chez soi au tarif heure creuse, c'est 3, 4, 5 € le plein. Donc il y a un intérêt économique. C'est là où je dis il y a une complémentarité. Il y a un sujet qui est vrai pour vous, messieurs, qui est la normalisation. C'est quelle solution technique va l'emporter, que ce soit pour l'équipement des routes ou pour l'équipement en induction, parce que ça a une conséquence quand même, c'est qu'il faut que les véhicules soient compatibles. Ce qui n'est par définition pas le cas de ma techno plus éprouvée, qui est juste un câble et le support de câble est le même. Et je ne peux que souhaiter que ce soit la vôtre, mais c'est vrai que c'est un des enjeux d'équipement à terme, c'est on va devoir modifier quelque chose dans les infrastructures ou en tout cas dans l'écosystème pour pouvoir équiper at scale. Ouais, alors à ce niveau-là, nous, on fait les deux côtés. On fait le côté véhicule et le côté borne, et je pense que vous aussi.
Vous faites les kits aussi pour les véhicules? Ouais. Donc à ce niveau-là, en fait, derrière la technologie aujourd'hui, nous, je sais qu'on travaille avec les constructeurs sur l'interopérabilité en elle-même. Et c'est des cas aujourd'hui qu'on a à chaque fois qu'on va voir un constructeur, ils nous disent est-ce que ça fonctionne avec les autres? Donc aujourd'hui, on travaille sur les technologies, donc on fait de la R&D sur ces points spécifiques pour aller en fait derrière chercher une techno qui est compatible avec le plus de techno inductives possible. Et ça, je pense que vous faites la même chose. Aujourd'hui, il y a des standards pour ça qui ont déjà été anticipés suite justement aux guerres qui ont eu lieu entre les standards CHAdeMO et Combo CCS pour ceux qui connaissent. Il y avait en gros la norme, c'était la norme US et la norme japonaise. Aujourd'hui, on retrouve encore des Nissan Leaf qui sont CHAdeMO et qui ne fonctionnent plus du coup sur les bandes de recharge. Donc c'est un peu dommage du coup, pour ceux qui ont acheté ça. N'achetez pas ça. Mais du coup, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se recharger sur les bandes de recharge classiques. Donc nous, ce qu'on voulait et ce que les constructeurs veulent absolument éviter, c'est ça dès le départ. Maintenant, c'est des choses qui sont travaillées et c'est des choses sur lesquelles en fait, nous, on est confrontés aujourd'hui à ces questions-là tous les jours par les constructeurs. Donc on travaille dessus et c'est des choses qu'on avance, qu'on met sur le tapis vraiment tous les jours chez nous. En ce moment, ça revient tout le temps. Donc voilà pour cette partie interopérabilité. Et après pour la partie complémentarité entre la solution sur autoroute, la solution du coup à câble chez soi. En fait aujourd'hui, nous on vise les flottes d'entreprises plus que l'autoroute ou la recharge à domicile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un truc qui est marrant, un parallèle qui est assez drôle, c'est que moi personnellement, quand je vais sur l'autoroute, je ne recharge jamais chez le Shell de l'autoroute, je sors toujours. Parce que je suis un gros rat. Du coup, je vais jamais mettre mon plein à 2 €. Alors, je suis peut-être pas tout seul, je sais pas. Mais je sors et je vais mettre mon plein à 80 € dehors. Et après, je reviens sur l'autoroute. Mais du coup, c'est un peu le parallèle du coup qu'on retrouve sur les superchargeurs sur aire d'autoroute, c'est que du coup, on va retrouver son kilowatt à 60 centimes du kilowatt, là où chez soi, il coûte 20 centimes. Donc derrière, ça fait mal le plein. Mais après, encore une fois, les technologies sont complémentaires et même dans l'usage qu'on a aujourd'hui, effectivement, quand on va partir en vacances, avoir des routes inductives, c'est top. Et autoroutes inductives, c'est top et il en faut. Et sur du transport, notamment de camions, de fret, c'est ultra important parce qu'eux prennent ces axes-là tous les jours. En revanche, pour du particulier, ils ne prennent pas l'autoroute tous les jours. Ils font des trajets qui sont maison, travail, maison, sur 90% de leur temps, et derrière, après, ils partent en vacances. Après, il y a les influenceurs, et c'est une gamme à part de personnes, et c'est pas beaucoup de pourcents, donc on les ciblera pas. Donc eux sont tout le temps en vacances. Mais les autres, du coup, ils travaillent à peu près un peu tous les jours, ils vont au bureau tous les jours, et ils ont du coup leur voiture, donc point A, point B, point A, tous les jours, donc 30 km à 50 km par jour. Je voulais juste insister sur un point qui est très important, parce que tu l'as mentionné et tu en as parlé aussi, la normalisation, les standards. Aujourd'hui, il y a des standards pour la charge par induction statique, pour la charge induction dynamique, pour la charge induction haute puissance, pour les signaux de communication entre une route ou un pad de charge et un véhicule. Donc oui, il n'y a pas de faux départ. Tous les acteurs qui travaillent dans l'adduction savent très bien que ça ne sera pas une solution qui va gagner et qui va déployer dans le monde entier. Ça sera, c'est un marché qu'il faut créer, et ce marché va se créer à plusieurs. Ok, merci. L'autre sujet qu'on a, c'est aujourd'hui le rôle des bornes de recharge et des véhicules électriques sur le réseau. Donc on parle de smart charging, de véhicules to grid, de différentes solutions pour utiliser soit sa voiture comme batterie, soit de directement connecter une borne de recharge à une batterie ou des énergies intermittentes. Comment vos solutions aujourd'hui s'intègrent justement pour respecter, voire encourager l'équilibre du réseau? Bon, je vais commencer. Alors, moi, avant de travailler chez Electron, je travaillais chez Renault et j'ai participé au développement des bornes, donc fameux V2G, mais on va dire ce que c'est, donc le véhicule to grid, donc la capacité d'une borne de charge à redonner de l'énergie ou de la puissance sur un réseau électrique. Je peux dire ce qui est compliqué. Niveau technologique, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Ce qui est compliqué, c'est la réglementation,
parce qu'il faut faire venir le consuel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de schéma réglementaire pour cette technologie. Donc, je vais schématiser, mais si on part par exemple sur un modèle d'achat-revente, j'achète quand l'électricité est pas chère et je le revends quand il est cher. Potentiellement, déjà, tout est au niveau de l'Europe, chacun a sa propre réglementation. On va retrouver dans des pays où en fait, on va payer les taxes quand on va prendre l'électricité et on va repayer des taxes quand on va le remettre. Donc à la fin, la marge est quand même pas énorme. S'il faut payer des taxes à chaque fois, ça peut pas fonctionner. Donc il y a quand même il y a des points bloquants aujourd'hui pour vraiment faire du développement de masse de cette technologie. Le deuxième point, et c'est là que je pense qu'on peut peut-être apporter une solution, il faut inciter l'utilisateur à se brancher. Parce que l'utilisateur de base, maintenant, en plus avec des batteries qui font 40-60 kWh, si on fait 50 km par jour au grand max, on ne va pas se brancher tous les jours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut inciter. Et donc avec des bornes de charge par induction, finalement, le fait de pas... C'est tout petit de brancher un câble, mais quand on n'a pas besoin de le faire, on ne le fait pas en fait. Donc l'induction peut aider. Et si je pousse un peu plus loin, il faut aussi faire en sorte que les véhicules soient branchés au moment où le réseau a besoin d'avoir une batterie pour absorber ou une batterie pour pouvoir redonner. Et l'avantage des routes électriques, on prend l'exemple des poids lourds, ils sont branchés à leur borne toute la journée. Alors que si on prend juste une borne sur un dépôt la nuit ou une borne de haute puissance, ils sont branchés aux bornes de haute puissance quelques dizaines de minutes au milieu de la journée, un dépôt toute la nuit, mais en fait dans toute la partie jour, finalement, cette batterie n'est pas connectée au réseau, elle n'est pas utilisable pour rendre service au réseau. Peut-être pour abonder dans ton sens, en donnant une autre illustration, il y a technologiquement, tout est prêt. N'importe quelle borne, les nôtres, la plupart des bornes du secteur sont soit déjà prévues soit modulo des adaptations assez faciles, pourraient restituer de l'énergie au réseau en prélevant sur la batterie de façon dynamique et pilotable à distance. Ce qui manque, c'est tout le cadre réglementaire. Donc Renault a tenté quelque chose, mais où il faut être extrêmement motivé pour arriver au bout de la démarche. Donc c'est un truc d'early adopter. Mais il y a derrière une question sous-jacente qui est très culturelle en France. Vous prenez le marché suédois. Les Suédois sont habitués à avoir un prix du kilowattheure qui littéralement, en détail, donc vous avez une maison, vous avez un compteur, votre prix du kilowattheure varie littéralement à l'heure. Vous êtes pratiquement branché sur le marché spot. Je caricature un peu, mais c'est pas très loin de ça. Donc culturellement, ils ont déjà l'habitude d'avoir des prix de l'énergie qui peuvent fluctuer, une logique de off-demand, et je peux aussi vendre de l'électricité à des moments où ça a du sens économique pour moi. On est en France. On a un gardien du temple qui s'appelle RTE, on a un opérateur qui s'appelle Enedis, avec une culture extrêmement centralisée dans la gestion de l'infrastructure du réseau, qui est une culture de sécurité. C'est je maîtrise, je centralise, donc je maîtrise. Demain, se dire qu'on compense une partie de l'équipe, on demande à des batteries, et donc à un truc qui est extrêmement disséminé, de venir contribuer à l'équilibrage d'un truc qui est éminemment critique pour éviter que le réseau tombe, qui est son équilibre, ça ne va pas de soi pour ceux qui aujourd'hui conçoivent, entretiennent et opèrent des infrastructures électriques de ce pays. Donc ça va venir, il y a déjà des progrès, il y a déjà des choses sur lesquelles on va pouvoir commencer à jouer. Le fait de commencer à moduler les heures pleines et les heures creuses en journée pour tenir compte de l'évolution du mix, c'est un pas dans ce changement culturel, mais ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais pour compléter au niveau technologie, pour donner pareil un cas concret encore, nous on a travaillé sur des packs batteries off the grid. Donc vraiment, on met des packs batteries sur un parking. Ils ne sont pas connectés au grid, ils sont connectés à des panneaux solaires. Donc ils rechargent du coup directement avec les panneaux solaires. Et derrière, en fait, on a les bornes qui viennent recharger les véhicules. Donc là, ça c'est intéressant parce que du coup, on a en journée donc le soleil qui vient recharger donc la voiture. La voiture, quand elle revient le soir, la batterie est pleine et peut recharger donc le véhicule. Donc ça c'est intéressant parce que dans des pays, parce qu'on a des marchés du coup en Afrique par exemple qui n'ont pas forcément le réseau nécessaire, et donc eux ils sont super intéressés par ce truc-là parce qu'ils ont du soleil toute l'année, ça bouge pas. Donc ça c'est plutôt stable. Et derrière ils ont donc leur pack batterie et leur véhicule électrique qui peuvent recharger directement. Ça c'est un cas concret qui illustre un peu cette décentralisation un petit peu du réseau. Aujourd'hui, on va avoir en fait différents endroits. Donc chaque bâtiment va avoir ses unités de stockage parce qu'on va vers ça aujourd'hui. Parce que là, par exemple, j'étais chez un client
qui a énormément en fait, de bornes de recharge déjà dans ses parkings, qui a son réseau qui est saturé, qui se demande aujourd'hui comment faire pour rajouter des bornes de recharge, parce que comme il n'a pas assez de bornes de recharge pour tout le monde, les gens se battent pour la borne de recharge. Et c'est pas une blague. Au bout d'un moment, ça c'est les prochains problèmes pour les grosses boîtes qui vont s'équiper. Et donc en fait, eux veulent équiper de plus en plus de parkings et doivent mettre donc des batteries de stockage donc pour venir avec la même puissance sur le réseau charger ces batteries-là pour venir derrière redispatcher quand les véhicules vont venir se brancher, redispatcher l'énergie des clients à la batterie dans ces véhicules-là pour ne pas avoir augmenté la taille de son câble ou la taille de son TGBT. Donc ça c'est intéressant aussi. Comme manière de voir. Et dernier point pour revenir sur le véhicule to grid, le fait de renvoyer l'énergie dans le réseau. Il me semble que c'est 1 ou 2 secondes que le véhicule a pour renvoyer l'énergie dans le réseau, sinon en fait le réseau peut cracher. Et on se retrouve avec des blackouts type Espagne où on n'a plus rien qui fonctionne, plus de carte bleue qui fonctionne, plus de TPE, on paye qu'en cash, etc. C'est un peu relou du coup d'avoir ça. Donc pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont prévues et mises en place et le véhicule to grid sert à ça dans un futur assez proche finalement. Mais il faut que le véhicule soit branché. Et ça, du coup, l'avantage de l'induction, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le véhicule branché, on peut juste avoir un véhicule qui est garé et derrière venir chercher l'énergie dans le véhicule. Donc voilà. Merci. Pour poursuivre, on n'a pas encore trop parlé des modèles économiques. Qu'est-ce qui vous paraît les plus crédibles aujourd'hui pour financer le déploiement massif de toutes ces infrastructures? Assez large, mais... Baisser les coûts. Non, il y a de tout. Il faut avoir en tête toujours dans cette segmentation de marché, infrastructure, très haute puissance, très coûteuse, modèle infra. Là, c'est du tiers dans 90% des cas. Je vais prendre un supermarché qui veut faire installer une station de charge dans son parking. Ça va être du tiers investisseur. Modèle assez classique, bien éprouvé, et le modèle s'y prête bien. Donc, l'opérateur finance l'ensemble des travaux, verse un loyer au gestionnaire, au propriétaire du centre commercial, tout le monde s'y retrouve. Dans le résidentiel, dans le tertiaire, pour équiper le parking d'une tour à la Défense, pour l'instant, il y a un peu de tout. Le modèle dominant, ça reste quand même, je ne vais pas prendre mes guichets d'entrée ou mes portiques d'entrée en leasing, je les achète. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Ils achètent des bornes, quel que soit d'ailleurs le type de matériel, et ça rentre dans leur patrimoine ou dans celui de leur propriétaire. Et puis, il y a tous les modèles intermédiaires qui existent de location. L'avantage, c'est que ce marché est naissant. Donc, c'est encore des modèles qui se cherchent. Bien malin qui est capable de dire ce sur quoi ça va aller. Ce dont je suis convaincu, moi, au-delà de la boutade, c'est que tout le monde va aller chercher des solutions qui permettent d'équiper massivement avec le moins d'embêtements possible, dans les meilleurs délais et à un coût unitaire qui est le plus bas possible. Et on revient, j'en profite pour faire mon point sur Enedis. Aujourd'hui, je travaille pour une grosse foncière parisienne qui a installé beaucoup de bornes de recharge, les miennes et celles d'autres, et qui bute sur un problème tout simple. C'est que faire venir l'électricité, notamment en redimensionnant son infrastructure, ça veut dire faire appel à Enedis. Dès les moyens constatés pour cette grosse foncière, 11 mois, perte nette sur l'année 2024, 8,5 millions d'euros, liés à des retards d'équipement. Et ça va être un vrai sujet au fur et à mesure de l'évolution du dimensionnement du parc. C'est est-ce qu'on a derrière une usine à produire de l'adduction électrique ou de l'installation de points de livraison qui va suivre ce chantier industriel. Ok, alors donc les moyens de financement. Alors sur ce qu'on fait chez Electreon, on voit deux moyens, donc c'est sur une partie du sujet. Lorsqu'on va aller voir des métropoles, on va leur proposer d'équiper leur bus avec un système de recharge par induction. Finalement, la technologie est là, elle n'est pas plus chère que de mettre des bornes de charge, elle offre des avantages supplémentaires en termes de disponibilité du matériel roulant.
Donc là, c'est plus une question, j'ai envie de dire, d'investissement classique. C'est quel est le TCO de mon opération et quelle est la solution que je vais prendre. Donc après, bon, il faut trouver le financement, mais bon, c'est à la métropole de trouver son financement, peu importe la solution. Dans le modèle de la route électrique, donc là, on parle quand même... donc le prix total pour ces 9000 km estimé par le ministère des Transports, c'est 36 milliards d'euros, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Aujourd'hui, la vision, donc, moi je suis juste un fournisseur de technologie, mais je travaille quand même beaucoup avec Vinci, puisque aujourd'hui le but c'est quand même d'équiper les autoroutes. C'est de rester sur donc le principe, ça serait de rester sur le modèle des concessions, donc avec des investissements qui seront faits par le gestionnaire et qui seront rentabilisés par une partie des coûts des péages. Et ensuite la consommation serait facturée d'une façon plus standard, comme on est sur une borne de charge classique. Et du coup, en ce qui concerne les flottes d'entreprises pure et dure, là, en fait, on se retrouve sur des choses qui sont assez classiques, aux grandes dames des fonds d'investissement qui aimeraient qu'on ait des modèles de financement qui soient innovants. Et je ne sais pas trop comment innover là-dessus. On est sur de la LLD et de l'achat. À la fin, un paiement est un paiement. Mais au-delà de la blague, aujourd'hui, on est vraiment sur ces deux modèles-là pour les flottes d'entreprises. Donc, on est sur de la LLD et sur de l'achat en pur et dur. Et sur le modèle en tant que tel, par contre, on a pas mal de marge d'innovation sur tous les services additionnels. Je m'explique. Nous, sur les bornes de recharge donc automatiques, on va avoir ce qu'on va appeler du park and charge en option. Le fait, c'est simple, hein, c'est de venir se garer, d'avoir son véhicule qui charge tout seul quand on vient se garer et de ne pas avoir appuyé sur quoi que ce soit. On ne sait pas si on va le faire payer ou pas, ce truc-là. Il y a beaucoup de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités. On ne sait pas trop comment on va les pricer aujourd'hui. On est en train de travailler dessus. Le véhicule to grid, pareil. Comment est-ce qu'on price l'énergie qu'on renvoie dans le réseau? Comment est-ce qu'on price ce service-là? Aucune idée. On est en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de nouveaux services qui sont très très intéressants. Pareil, tout ce qui va être IA intégré dans la borne pour avoir sa maintenance prédictive et ainsi de suite. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut intégrer. Maintenant, il faut juste qu'on price ça, encore une fois. Donc sur le volet financement, à la fin, ça reste des choses assez classiques. Par contre, sur le modèle en question, il y a beaucoup de possibilités liées donc aux services additionnels autour de la recharge et autour des bornes. Un peu comme ça a été fait à l'époque sur les stations-service, on s'est mis à vendre des paquets de bonbons 3 € au lieu de les vendre à 50. Donc parce que c'est top. Donc là c'est pareil, c'est vraiment le service qui est autour de la borne. Merci à vous trois. Ça nous amène à une des dernières questions qui sont aussi, je pense, un peu personnelles. Et enfin personnelles, pas directement, mais en tout cas de vos attentes. Et quelles sont les innovations que vous attendez ou que vous pensez qui vont arriver dans les 5 ou 10 prochaines années dans le secteur? Est-ce que, enfin, on a vu quand même des innovations qui n'ont pas forcément fonctionné récemment. Il y a eu le battery swapping qui est venu de Chine. Je pense que finalement, ce n'est pas une technologie qui a suffisamment maturé. Aujourd'hui, on en voit d'autres encore là. Selon vous, quelles seront un peu les prochaines technologies émergentes du secteur de l'EV charging? Nous, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui va être véhicule autonome. Tout ce qui est taxi autonome qui ont déjà été annoncé par Tesla. On a tous les constructeurs européens qui commencent à s'y mettre avec des partenariats avec WeRide, ainsi de suite. C'est Renault, je crois, qu'avec WeRide, ainsi de suite. Enfin, voilà, chacun a son cheval de bataille sur le véhicule autonome. Donc ça, c'est des choses qu'on s'attend à voir. Et au-delà de ça, même sur de la mobilité en général, sur de la livraison par drone, etc., de manière autonome, quand on voit un peu loin, c'est déjà des choses qui existent aux États-Unis et qui vont arriver aussi en Europe. Donc voilà, c'est des véhicules aussi qui vont devoir être rechargés. Et nous, c'est des choses auxquelles on s'attend. Pas mieux. Top. N'hésitez pas, je fais signer des autographes. Je prendrai mon tour. Non, dans les innovations, au-delà des flottes captives et de l'automatisation de la circulation, il y a un truc, le véhicule to grid a vraiment du sens. Et ça
ça vient dans un continuum de le stockage stationnaire, l'autoproduction. Il n'y a pas que des bâtiments collectifs, il y a aussi du résidentiel individuel dans lesquels on commence à voir fleurir, avec beaucoup de retard par rapport au reste de l'Europe, des solutions d'autoproduction, des panneaux solaires, du stockage au sein des maisons et puis de la restitution ou de la revente de l'électricité au réseau. Donc ça, il y a vraiment quelque chose, ça va venir. C'est une question encore une fois de maturation, mais tout est prêt pour. Après, à titre plus personnel, moi j'ai un rêve, vous aurez compris, nous ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut en tout cas, c'est un équipement qui soit vraiment un équipement de masse le plus démocratique possible. Et donc, si moi j'avais un rêve, c'est qu'on arrive à un développement technologique dans lequel, au-delà des choix de techno, que ce soit l'induction, que ce soit de la recharge par câble, qu'on arrive à des choses qui soient des commodités. On est aujourd'hui sur un marché qui est relativement un marché de luxe. Ça ressemble à la téléphonie mobile au tout début. Les téléphones étaient chers, les abonnements étaient chers, les abonnements étaient compliqués. Qu'on aille vers quelque chose où ce soit autant une banalité que les prises de courant que vous avez dans les plaintes d'un bâtiment. Parce qu'après tout, ça n'est jamais qu'amener des électrons dans un véhicule, ce qu'on fait déjà très bien avec des aspirateurs à la maison. C'est vrai que, donc, du coup, juste pour rebondir, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de justice sociale, mais une vision, alors je ne sais pas s'il est réaliste, mais le problème c'est que quand on est chez soi, on investit, mais quand on va sur une banque publique, c'est quelqu'un qui investit, il a dépensé de l'argent et il faut qu'il ait un retour sur investissement, et c'est pour ça que les bornes sont très chères. Si on veut avoir un développement plus grand de l'électrique, une des possibilités, ce serait effectivement d'installer des bornes partout, en masse et effectivement peu cher, pour qu'effectivement le prix à l'extérieur ou le prix des gens qui n'ont pas forcément leur borne à eux soit suffisamment proche d'un prix bas chez un particulier, pour se dire oui, effectivement le différentiel n'est pas un facteur de blocage pour un futur achat. Et du coup, on en arrive à... Maintenant que vous nous avez parlé, faire rêver des innovations sectorielles, l'idée c'est de nous faire rêver à travers vos trois sociétés. Comment vous voyez vos sociétés d'ici une dizaine d'années et les barrières que vous pourriez avoir, que vous devriez surmonter dans les prochaines années pour justement pour votre développement? En quelques phrases. Ouais, la question n'est pas facile, mais elle permet de conclure justement sur vos perspectives d'évolution respectives. Je peux faire de nouveau, c'est mon deuxième joker ce soir, une autre réponse tarte à la crème, c'est il y a les Amazon 2, les Google 2, nous on a un positionnement qui est le fruit de la recharge. Voilà. Ça c'est la façon facile de le dire, mais au-delà de la boutade, moi, si je me projette dans 10 ans, on a déployé, ma société a déployé 500 ou 600 000 points de charge à travers l'Europe et a changé le marché dans la façon dont on aborde le hardware, c'est-à-dire les équipements. Je rejoins tout ce qui a été dit sur le service et je pense qu'à terme, la valeur, elle est dans la partie servicielle, pas dans le matériel qu'on utilise pour amener l'électricité. Et donc, c'est ça que je vois pour nous, et on aura apporté notre petite contribution à la démocratisation de la mobilité électrique. S'il n'y avait que ça, ce serait formidable. Il y a plein d'autres sujets qui détermineront si ça va vite ou si ça va au contraire trop doucement. Mais en tout cas, on aura apporté notre contribution. À moi. Vous y passerez tous les deux. Hein. Ah mince. Du coup, comment est-ce qu'on se voit dans 10 ans? C'est une bonne question. Nous, ce qui fait la différence dans comment on consomme nos produits, c'est tout ce qui va être service derrière. En fait, nous, on met beaucoup l'utilisateur en avant. Et c'est vrai que quand on se projette à 10 ans, nous, l'objectif, c'est que l'utilisateur, il n'ait plus rien à faire ou qu'il puisse en fait maximiser son temps à faire autre chose qu'aller brancher son véhicule. Et c'est là en fait où dans 10 ans on se voit, c'est-à-dire que nous on aimerait pouvoir avoir des bornes de recharge, avoir des véhicules qui viennent se charger tout seuls. Limite en fait ceux qui n'ont pas de garage ont leurs véhicules qui vont se garer tout seuls sur les bornes de recharge et reviennent tout seuls à la maison. Le soir quand on repart, enfin le matin pardon, quand on repart, on a son véhicule qui est directement chargé. C'est des choses d'ailleurs sur lesquelles on travaille avec des experts, avec des projets sur l'Union européenne. Donc c'est vraiment ça la vision qu'on a, et au-delà même de recharger que des véhicules roulants type voiture, c'est d'aller chercher plus loin et d'aller chercher même jusqu'à du drone qui vont faire des livraisons par exemple Amazon et ainsi de suite chez vous dans votre jardin directement, et d'aller charger ces drones tout seuls. Donc vraiment que la recharge soit faite sans friction, qu'elle ne se voit même plus. Okay. Nous c'est très simple, hein. En 2035 c'est 9000 km d'autoroute, de route électrique.
Bon, plus sérieusement, dans le contexte politique, va pas forcément aider à prendre des décisions rapides, donc il va falloir être un peu plus patient. Mais effectivement, c'est de pouvoir déployer étape par étape avec des corridors pour faire en sorte que les transporteurs puissent effectivement réduire, je crois que c'est 2040, moins 90% d'émissions de carbone. Donc voilà, c'est de commencer à grande échelle ce déploiement. Et puis sur une échelle un peu plus petite sur les métropoles, c'est de réussir à convaincre certaines métropoles d'adopter la technologie par induction et donc d'avoir des bus moins chers avec des plus petites batteries, mais qui seront bien plus efficaces pour rendre service à leurs concitoyens. Merci à tous les trois. On va passer aux questions du public, si vous en avez. Le micro est à vous si vous en avez. N'hésitez pas. Bonsoir. On n'a pas beaucoup parlé de déperdition sur l'induction. Je sais que en tout cas moi c'est la première question que je me pose par rapport à un câble. Est-ce que vous pouvez donner quelques ordres de grandeur, juste pour comprendre en fait à quel point c'est efficace par rapport à un câble? Ouais, alors Il faut qu'on soit cohérent, attention. Hein. Attention. Nous, en fait, sur la techno qu'on a, alors ça nous concerne nous. Après, voilà, ça n'engage que nous. On a un rendement à 95% aujourd'hui. Donc AC/DC, donc vraiment du réseau jusqu'à la batterie. Et la borne est une borne DC. Donc en fait, on n'a pas les pertes liées à l'onboard charger. Et donc on atteint en fait des rendements qui sont très élevés avec très peu de pertes, même moins de pertes qu'une borne de recharge à câble. Parce qu'en fait, sur une borne de recharge à câble basse puissance, une des problématiques qu'on va avoir, c'est qu'on a des pertes dans le chargeur embarqué du véhicule, donc à la conversion AC/DC dans le véhicule, mais on a également en fait des pertes liées à l'activation du système en fait de gestion du véhicule, qui est lui tout le temps actif pendant la recharge et qui va consommer en fait donc pas mal de watts, notamment pendant le chargement. Donc le problème de ce truc-là, c'est que quand on charge à 1 kW ou 2 kW ou trop, voilà, sur sa prise à la maison, et qu'on a des pertes liées au système de management de la voiture et notamment du management de la recharge, on a des pertes qui sont assez élevées. Et de tête, on est entre 10 jusqu'à 30% de pertes aujourd'hui sur la recharge en courant alternatif. J'ai abondé dans ton sens. Lorsqu'un véhicule est réveillé pour pouvoir gérer la charge, alors, si on recharge à 20 kW, une borne de charge publique, bon, effectivement, on va peut-être perdre 500 watts de consommation du véhicule. Par contre, quand on arrive en fin de charge à 90%, que la charge descend à 2 kW et qu'on consomme 500 watts juste pour faire tourner le système, on est à 75% d'efficacité. Concernant les rendements de l'induction, moi, je peux dire nos résultats, on est à 92%. Et c'est, je ne sais pas si c'est dans l'écosystème mondial, je pense que c'est une limite, c'est quelque chose qui effectivement est à être atteint par beaucoup de personnes et c'est une sorte de palier, c'est 92%. Sur l'autoroute, on est à 85%. Et 85%, c'est pas effectivement à comparer par rapport à 100%. Quand on est sur une borne de charge rapide, il y a un système de refroidissement qui consomme énormément, il y a un câble qui s'échauffe, et il y a aussi l'avantage de la route électrique, c'est que une majorité de l'énergie qu'on recharge, elle va directement alimenter le moteur, sans passer par la batterie. Alors que quand on recharge tout sur une batterie qui prend des charges, on a un pourcentage de perte à la recharge et on a un pourcentage de perte à la décharge. Donc il faut comparer un 85% peut-être à un 92, un 95. Donc on est vraiment sur on n'est pas du tout à la ramasse, j'ai envie de dire, par rapport aux performances des systèmes actuels. Et peut-être juste une précision, donc moi je suis Electreon, vous avez le droit de ne pas me croire. Dans le projet donc, Charge as You Drive, où il y a aussi donc, notamment Vinci, il y a l'université Gustave Eiffel. Et Gustave Eiffel, ils sont là pourquoi? Parce que ce sont eux qui viennent mesurer les performances du système, puisqu'après ils vont faire des rapports qui seront donnés au gouvernement, et le gouvernement sera capable ensuite de choisir
la meilleure technologie pour pouvoir équiper le futur réseau. Donc voilà, les chiffres que je donne, c'est des chiffres qui sont mesurés par une autorité indépendante. Et l'un comme l'autre, vous avez parlé de rendement. Est-ce qu'en termes de durée de vie de la batterie, justement, la chauffe vient diminuer la durée de vie des batteries? En fait, on augmente la durée de vie des batteries avec une recharge aujourd'hui qui se fait. En fait, ce qui abîme les batteries, c'est quand on a chargé fort sur très peu de temps. Voilà, donc quand on va charger fort en très peu de temps, on vient abîmer les batteries, ou en tout cas, on n'est pas sur l'optimum du fonctionnement de la batterie. En revanche, quand on vient charger tous les jours de 7 kg jusqu'à 20-30 kg, en fait, on optimise la durée de vie de la batterie. On peut gagner jusqu'à 2, voire 4 ans de durée de vie de batterie en rechargeant. En fait, c'est ce qu'on appelle ça du biberonnage. Et on vient recharger au fur et à mesure en fait, la batterie un petit peu tous les jours, tout le temps. Voilà. Merci pour cette très bonne question. Effectivement, un des avantages de la route électrique par rapport à une solution classique, alors j'ai parlé pour les poids lourds, mais c'est à peu près la même chose pour les véhicules légers. Mais c'est plus important pour un poids lourd parce qu'un poids lourd, il roule tous les jours vraiment énormément. Quand on parle des bandes de charge pour un poids lourd, on va parler dans le futur de 800 kW, du mégawatt charging, donc des puissances qui vont forcément dégrader énormément la capacité de la batterie, puisque en fait, les fournisseurs de bornes et les fournisseurs de batteries vont vraiment se mettre aux limites de ce que le système peut faire. Quand on est sur un système où on a plus de temps, parce que quand on roule, on recharge, nous, on vise des puissances de 200 kW. Donc 200 kW pour une batterie qui peut accepter 800 ou 1 MW, en fait, on est vraiment dans le bas de la courbe. Donc effectivement, on va plutôt protéger la durée de vie de la batterie. C'est sportif. Merci. Il y a 2 questions, ouais. Bonsoir, juste une petite question. Tout à l'heure, on parlait des modèles économiques. La durée de vie d'une borne, c'est à peu près 10 ou 15 ans, j'imagine, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Premièrement, déjà, quelle est la durée de vie à peu près d'une borne? Et ensuite, est-ce qu'on travaille technologiquement sur l'allongement de cette durée? Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que ça permettrait aussi de réaliser des économies de coûts, c'est-à-dire pas avoir à renouveler son parc de bornes tous les 10-15 ans? C'est une très bonne question. On a un client qui est gestionnaire de parking public, de parking enterré, ce que vous pouvez voir dans n'importe quelle grande métropole. La première fois qu'on est allé le voir, son propos était de dire « mes bornes, il en a plus de 2000, donc il a un parc un peu important. Mes bornes, c'est pas compliqué, je les ai payées une fois, et en fait, je les repaye quasiment tous les 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en maintenance, pour réparer ce qui ne fonctionnait plus, il se retrouvait avec un niveau d'OPEX de l'ordre de 500 € par borne par an. Et il dit, moi, avec cette équation-là, ça ne passe pas. Je ne sais plus faire fonctionner un parc en respectant mes obligations d'équipement au titre de la loi LOM, tout en ayant quelque chose qui est économiquement viable. Donc oui, c'est un enjeu qui est absolument fondamental. La durée de vie moyenne d'une borne, il n'y a pas de métrique, sauf à ce que vous l'ayez, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu de métrique véritablement qualifiée. Nous, ce qu'on voit dans les parcs dans lesquels on intervient, c'est qu'il est rare qu'on tombe sur des bornes qui aient plus de 7 ou 8 ans. Mais ça tient aussi à la relative jeunesse de l'équipement. Quand on en pose, nous, on part du principe que ce sont des bornes qui n'ont pas de raison de ne pas tenir sur les 10 ans qui viennent. Pour autant, on a aussi une approche de design qui est conçue pour ça. C'est-à-dire que dans une approche qui n'est pas tout à fait une approche d'équipementier. Un équipementier normal, il gagne sa vie qu'une fois en vendant un équipement. Donc son intérêt, c'est d'avoir le plus de choses possibles, y compris des choses assez sophistiquées, en tout cas appealing, dans sa borne. Nous, on est à la fois industriel et puis on opère les bornes derrière. Notre intérêt, c'est d'avoir le moins possible à retourner chez nos clients avec des clients pas contents. Donc on a eu une approche de design qui a été de dire, le plus on simplifie le design, le moins on met de choses dans le monde physique, le moins on risque d'avoir des matériels qui sont fragiles. Et on a remonté un certain nombre de fonctions qui sont normalement dans les bornes, dans le cloud. Énorme avantage, ça fait des bornes moins chères à la production, effet qui se coule. Par ailleurs, ça fait des bornes qui sont plus faciles à installer et sans doute plus durables. Alors, on n'a pas assez de recul, la boîte à 4 ans, on en a installé un petit millier dans les 2 dernières années.
pas assez de recul, mais on prend le pari que dans 8 ans, dans 9 ans, dans 10 ans, nos bornes seront toujours là. Ouais, au-delà de ça, en fait, nous, on a sur la conception, quand on s'amuse à faire de la LLD et qu'on est du coup propriétaire à la fin de l'équipement, on n'a pas, quand on vient concevoir le produit, si on s'amuse à faire un produit qui claque au bout de 2 ans, on perd de l'argent. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré avoir un design produit qui dure 10 ou 15 ans, je crois, à minima. Et derrière, en fait, par contre, quand on regarde, on compare un peu ce qui se fait sur le marché, effectivement, quand on regarde, en général, on tombe sur entre 3 et 5 ans de garantie sur ce qui se fait aujourd'hui sur les bornes. Je dis pas de bêtises. Donc le vrai point, en fait, quand on s'amuse à faire donc de la location longue durée, c'est qu'il faut que ton produit soit solide. Et au-delà de ça, nous, on a travaillé sur toute la partie économie circulaire, sur le modèle économique, parce que derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse opportunité sur toute la partie économie circulaire. On a travaillé, nous, avec Renault là-dessus. Sur le design éco-conçu des bornes pour pouvoir les upgrader, par exemple, au bout de 4 ans, passer de 24 kg à 50 kg de ta borne en changeant juste un module et pas toute ta borne. Tu vas pas mettre ta borne à la poubelle pour aller venir passer ta borne à 50 kg. Et c'est sur ce principe-là que la borne elle a été conçue. Par exemple, elle est un peu plus grande que ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu tout compacter. On l'a fait un petit peu plus grande pour pouvoir anticiper le lendemain et se dire, bah voilà, dans 1 an, 2 ans, nous, on aura réduit un petit peu le 50 kg. On va pouvoir rentrer ça dans une ancienne borne et vous mettre vos bornes à jour et faire payer uniquement une mise à jour, ce qui coûte moins cher que racheter une borne. Et ça, c'est un vrai avantage en termes de business model. Je suis assez d'accord, et donc pour avoir travaillé un petit peu sur les bornes de charge et d'avoir eu la ligne téléphonique du SAV chez Renault, une borne, on va dire ça coûte 300, 500, 600 euros, peu importe, mais ce prix-là, le prix d'installation d'une borne, c'est, elle va dire 1500. Je schématisais pour un particulier peut-être 1500 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le technicien qui vient sur place. Les centres des techniciens, ils ne sont pas à 2 km. Il y a peut-être quelqu'un qui est à Reims et qui va aller faire une opération à Strasbourg. Donc en gros, ça prend une journée par opération. Il suffit qu'il y ait une borne qui soit défectueuse. C'est la marge de peut-être 15-20 bornes qui est partie d'un coup. Donc avoir un produit qui n'est pas fiable, l'entreprise ne va clairement pas durer. Concernant nos technologies Electreon, en fait, on a effectivement fait une conception qui fait être fait pour durer. Tout ce qui est sous la route, sous le goudron, ça doit durer 20 ans parce qu'on ne va pas casser le goudron pour aller changer une bobine. Donc c'est que des composants passifs et c'est quelque chose qui n'a pas de risque finalement de panne. Et tout ce qui est de l'équipement, j'ai envie de dire un peu plus industriel, là effectivement, donc on est sur une installation industrielle, donc il y aura de la maintenance, régulière. C'est l'approche qui est faite pour pouvoir à la fin fournir à un client un service et pas juste un produit. Merci. Merci. Ma question porte sur l'ERS. Si j'ai bien compris, la cible principale, ce sont les poids lourds sur autoroute. Mais je pense qu'on peut difficilement s'intéresser à la mobilité des poids lourds si on regarde uniquement la France, parce que pour la plupart, ils la traversent. Où en sont les autres pays européens sur la question ? Alors effectivement, se mettre d'accord à 25, c'est très compliqué. On va dire les 3 pays les plus moteurs sur le sujet, c'est la France, l'Allemagne et la Suède. Et après, il y a beaucoup de pays un petit peu plus petits qui regardent ce que vont faire les gros pour décider. Donc, typiquement, les Pays-Bas, ils ont dit OK, c'est très bien, on veut des ERS. Qu'est-ce que fait l'Allemagne ? On fera ce que fera l'Allemagne. Voilà. Donc c'est un peu une lutte. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes se regardent. On a la chance en France d'avoir aujourd'hui le projet dans l'Essonne, c'est le plus long et le plus puissant de tous les projets. Et donc là, on vient de terminer les essais et ça va vraiment être le centre de l'ERS européen pendant un petit moment pour pouvoir effectivement convaincre finalement les autres pays de quelle est vraiment la meilleure solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes solutions. Il y a d'inductif, du conductif, du caténaire et chaque entreprise essaie un peu de placer ses pions. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de, je ne sais pas d'une compétition, mais une étude demandée par le gouvernement pour tester l'induction, pour tester la conductivité. Et à partir de là, lorsqu'un pays, je pense comme la France, va dire nous, on part sur cette technologie, ça va fluidifier finalement les échanges. Et puis les pays d'à côté vont pouvoir
pour pouvoir se positionner. Ma position, et je crois que c'est une position qui est aussi partagée par le ministère des Transports, c'est qu'il ne faut pas attendre que tous les pays se mettent d'accord, parce que sinon il ne se passera rien. Et mon sentiment, c'est qu'effectivement, si un pays dit on développe, ceux qui suivront, pour éviter d'avoir les problèmes d'interopérabilité sur les connecteurs de charge qu'il y a eu il y a 15 ans, il sera obligé de suivre. Merci. D'autres questions? Juste derrière, du coup. Oui, moi je voulais savoir sur justement la charge dynamique. Si on veut installer cette technologie, on est obligé de casser tout le béton, toute la route, tout refaire, insérer, je sais pas, une bobine ou la technologie qu'il y a dessous. Et donc, est-ce qu'on est obligé de détruire tout le terrain, toutes les autoroutes en France pour installer votre technologie, ou ça se fera petit à petit sur des nouvelles routes? Enfin, comment ça va se passer? Alors, j'ai pas mes slides ici, mais on a la chance alors c'est peut-être un peu tard, mais de passer aux 20h de TF1 pour montrer la technologie ce soir. C'est une vraie coïncidence. Donc, si vous regardez le replay, vous aurez la réponse. Oui, il faut ouvrir la route. Après, le but, parce qu'on fait aussi ça dans un objectif de décarbonation du transport. Donc, casser la route pour casser la route, c'est quand même très dommage. Donc, le plan, et une fois de plus, ça va travailler avec Vinci, hein, c'est eux qui portent le projet. C'est plutôt la maintenance sur une route, c'est à peu près tous les 10 ans sur une autoroute. Donc, c'est plutôt d'attendre naturellement le renouvellement classique de la route pour pouvoir effectivement venir donc ouvrir. Mais ce qui va être l'opération normale, mais aussi ouvrir un petit peu plus pour pouvoir placer les bobines. On va arrêter les... Ah, il y en a une. Vas-y, du coup, on prend la dernière question, du coup. Donc, merci à tout ce qu'ils ont évoqué par les présentateurs. C'est très intéressant. Alors moi, j'ai une petite réflexion par rapport aux différents... excusez-moi. Je suis désolée. J'ai une petite réflexion par rapport aux différents concepts et par rapport au sujet en fait, de ce soir. Par exemple, on parle bien de l'innovation, infrastructure et puis électricité, etc. Mais je pense qu'en tant qu'une Asiatique aujourd'hui, je travaille en France et je travaille pour une société française aussi et je travaille dans le secteur automobile. Et tout ce que j'ai en fait comme idée, c'est je pense que d'après le contexte économique aujourd'hui et puis tous les contraintes réglementaires, etc. derrière, qui sont plutôt sous la main de Bruxelles, par exemple, moi, je pense que l'Europe pourra très bien profiter de vos points forts pour la partie recherche et développement. Après, derrière, c'est une collaboration. Je ne pense pas qu'il y aura un seul dans le monde qui va gagner. C'est toujours un travail ensemble et c'est ce que je ressens énormément à travers tout mon travail aujourd'hui. Après, il y a aussi l'idée de, voilà, aujourd'hui on parle bien les contraintes, etc., pour développer les ressources énergétiques, etc. Donc, il n'y a pas que l'électricité. Donc, je rejoins le point de Anthony tout à l'heure. Il a évoqué que, voilà, on commence à réfléchir, peut-être on pourra profiter l'énergie solaire pour recharger nos packs. Et pourquoi pas? Après, il n'y a pas que ça. Il y a autres ressources derrière, il y a Vérolien, il y a autres. Après, c'est vraiment une collaboration. Je pense qu'il ne faut pas juste bloquer sur un sujet de politique ou autre ou culturel. Je pense que l'Europe, il y a beaucoup de futur, un peu de retard, mais je pense que c'est vraiment pas grave. Après, il faut vraiment savoir avancer, il faut être ouvert. Il faut savoir écouter et travailler ensemble, je pense. C'est un peu des enjeux que je rencontre aussi aujourd'hui pour travailler avec la France. Bon, je vous remercie. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Merci. Enfin, on peut applaudir du coup nos trois intervenants.
Comme l'avait introduit Elliot, on fera d'autres événements de ce cycle innovation avec d'autres technologies innovantes. Vous aurez plus de nouvelles dans les prochaines semaines, mois. Ouais. Et je suis sûr que certains de vos amis ou de vos proches peut-être sont des entrepreneurs et font de l'innovation dans un secteur en rapport avec l'infrastructure. Donc n'hésitez pas à nous en parler si c'est le cas. Et on vous propose de continuer du coup les échanges. Il y a un cocktail juste à côté. Comme ça, on peut finir la soirée très très bien. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.